Bienvenue au deuxième épisode de Parlons épigénétique, le podcast bilingue présenté par le Consortium canadien de recherche en épigénétique, environnement et santé, où nous interviewons des scientifiques canadiens réputés pour parler de leur carrière, leur recherche et bien sûr leur passion pour l'épigénétique. Cette semaine, Ariane Lismer et moi-même, Benjamin Lebeau, interviewons professeur Mathieu Lupien du Princess Margaret Cancer Center à Toronto pour une discussion sur l'épigénétique et le cancer. Merci beaucoup, Dr Mathieu Lupien, de nous rejoindre. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir vous parler aujourd'hui. Vous avez une carrière vraiment impressionnante, mais on aimerait d'abord commencer par où vous avez grandi et qu'est-ce qui a vraiment piqué votre intérêt en sciences? Excellent. Bien, bonjour Ariane et Benjamin. C'est un réel plaisir d'être ici aujourd'hui. Un grand merci pour l'invitation. Pour commencer la discussion, vous me demandez un petit peu de mes origines, ce qui m'a amené à devenir chercheur scientifique. À la base, j'ai grandi dans les Laurentides, dans le village de Saint-Jérôme. À l'époque, c'était un village. Maintenant, c'est rendu une ville, une banlieue pratiquement. Mais à l'époque, c'était un petit village. Puis, dès mon tout jeune âge, j'ai été très chanceux d'être exposé par l'entremise de mes parents à plein de beaux travaux qui avaient été effectués par différents scientifiques. Mes parents m'avaient acheté une panoplie de livres qui présentaient différents scientifiques, que ce soit Marie Curie, que ce soit Louis Pasteur et ainsi de suite. Des livres qui ont caractérisé probablement une bonne partie de la population de mon âge. Puis j'étais fasciné par tout ce que je voyais dans ces livres-là sur des histoires du système immunitaire, radiothérapie et ainsi de suite. Donc, c'était vraiment la base qui m'a amené à vouloir devenir, je pense, un chercheur scientifique. Parmi ces livres-là, est-ce que vous en aviez un en particulier que vous aimiez? Je dois reconnaître, avec Louis Pasteur, c'est certain, comme là, je vous ai mentionné Louis Pasteur, Marie Curie. Un autre qui m'a vraiment marqué, c'était celui sur Terry Fox, qui décrivait justement son parcours, sa course, puis ainsi de suite. Puis Terry Fox, je pense que c'est une figure extraordinairement importante dans la recherche sur le cancer au Canada. Moi, je me souviens encore d'être rentré dans un laboratoire de recherche à mes tout débuts comme étudiant gradué avec une superbe photo de Terry Fox au mur. C'était vraiment marquant. On a la même chose ici à Toronto, à l'Institut, où on a des événements spécifiquement organisés autour de Terry Fox. J'ai eu le plaisir d'être un group leader pour excusez l'anglicisme, mais un Program Project Grant sous la tutelle du Terry Fox Research Institute. Puis je dois admettre que parmi tout l'ensemble des bourses que j'ai eues dans ma vie, toutes les opportunités de gestion d'équipe de recherche que j'ai eues dans ma vie, c'était une pour laquelle j'avais un sentiment d'appartenance parmi les plus forts. Fait que Terry Fox, encore là, il y avait un beau petit livre quand j'étais enfant qui décrivait son parcours, comment il avait parvenu à faire face à la maladie en s'engageant dans un processus d'éducation puis de reconnaissance de l'importance de la recherche. Ça m'a marqué à vie. Puis si vous voulez une petite histoire drôle, là, je ne le dis pas nécessairement souvent, là, mais je traîne toujours avec moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais il y a quelques années de cela, il y avait le dollar canadien qui était fait à l'effigie de Terry Fox. J'en ai toujours un dans mes poches. Comme petite aide-mémoire que Terry a eu un impact qui va au-delà de son marathon pour l'espoir. Wow! Oui. Et est-ce que vous faites de la course aussi? Non, ça, j'aimerais dire oui. Il ne m'a pas inspiré à courir. Il m'a inspiré à faire de la bonne recherche pour avoir un impact sur le traitement des patients qui ont le cancer. Au niveau de la course, j'ai un peu plus de difficultés. Je suis plus un cycliste qu'un coureur. Puis c'était particulier. Avec un ami, je parlais de ça qui est un coureur. Je lui disais, pour moi, la course, c'est pas un sport que j'apprécie parce que les choses ne bougent pas assez vite. C'est le même paysage qui reste pendant un peu trop longtemps, à mon goût. Sa réponse a été peut-être que je ne cours pas assez vite, mais peut-être qu'il a raison. Mais bon, peu importe. Tout cela pour dire que je suis plus un cycliste qu'un coureur. Ouais, c'est mieux pour les genoux aussi. Aussi, ouais. Et donc, est-ce que vous êtes parti de Saint-Jérôme? Vous avez fait le cégep, j'imagine, parce que vous étiez au Québec? Oui, exactement. Donc, j'ai pu faire toutes mes études primaires, secondaires à Saint-Jérôme même, et même le cégep, parce qu'il y a le cégep de Saint-Jérôme qui avait un bon département de sciences dans lequel j'ai pu vraiment être exposé à plusieurs différents aspects de la science, dont parmi les premiers cours que j'ai vraiment adoré en biologie. Fait que ça, c'était déjà un sujet d'intérêt. Puis par la suite, pour ce qui est des études universitaires, j'ai fait
transition vers la grande ville, donc j'ai déménagé à Montréal. Et puis, j'ai fait mes études à l'Université McGill. Donc, j'ai été chercher un baccalauréat à l'Université McGill. Et par la suite, j'ai été acquérir mes formations de maîtrise et de doctorat également à l'Université McGill. Par la suite, c'est comment que vous avez trouvé votre lab pour aller faire un postdoc? Oui, donc durant mes années d'études graduées qui se déroulaient à l'Université McGill, j'ai eu le plaisir de travailler sous la tutelle de Paul Jolicoeur et aussi sous la tutelle de Sylvie Madère, deux chercheurs qui sont experts dans le domaine de la recherche sur le cancer du sein. Et puis donc, j'avais déjà un intérêt très avancé pour la recherche sur le cancer du sein. Au courant de ces années de graduation, j'ai eu la chance d'être exposé à des travaux de recherche provenant du laboratoire du Dr. Miles Brown, qui se trouve à Boston, au Dana-Farber Cancer Institute. J'étais fasciné par les technologies qu'il amenait de l'avant. J'étais fasciné par les découvertes scientifiques qu'il avait fait dans les années où j'étais à compléter mes études doctorales. Puis, donc, dans ma tête, c'était la personne avec laquelle je voulais travailler. Donc, aussitôt que j'ai eu la chance de compléter mes études graduées, mon doctorat, pour être spécifique, j'ai immédiatement communiqué avec le Dr. Brown pour lui demander s'il y avait une opportunité pour moi de joindre son labo. Puis, c'était un moment assez intéressant dans ma carrière, c'est-à-dire que je l'ai approché. Habituellement, pour réussir à attirer l'attention d'un individu, il faut mettre sur la table quelque chose de personnalisé. Donc, je savais qu'il était pour être conférencier lors d'une conférence qui était pour avoir lieu en Californie. J'avais des travaux de recherche de mon doctorat qui étaient prêts à être présentés. Donc, je l'ai approché en lui demandant s'il serait possible de se rencontrer lors de ce congrès en Californie. Et puis, il a dit, pas de problème, tu me laisseras savoir exactement le moment qui est propice pour que je puisse aller voir ton poster, ton affiche, pour voir tes travaux de recherche. Donc là, je l'ai invité à venir me rencontrer pour avoir une discussion, lui présenter mes travaux de recherche. Puis, ça a super bien été, j'ai pu bien présenter ma recherche, tout était bien beau. Fait que là, il a été éduqué sur mes travaux de recherche. Puis, dans la journée qui a suivi, au meeting, à la conférence, il y a un des conférenciers qui présentait ses travaux de recherche pour lesquels, à la toute fin de sa présentation, il arrivait à un cul-de-sac, à un endroit où il y avait des données intéressantes, mais il ne pouvait pas les expliquer avec un mécanisme spécifique. Bon, ce qui était vraiment intéressant, c'est que sur mon affiche, mes travaux de recherche pouvaient fournir l'information pertinente à savoir c'était quoi le mécanisme qui aurait expliqué les phénotypes qu'il observait, qu'il allait expliquer pendant sa conférence. Oh. Donc, j'en étais conscient, mais à l'époque, j'étais gêné. J'étais un jeune étudiant gradué francophone qui baragouinait encore son anglais. Puis, mais le Dr. Brown, Miles, était au courant de mes travaux et je lui avais présenté la veille. Donc, lui, une fois que le conférencier a eu terminé sa présentation, Miles, lui, s'est présenté sur le podium, au microphone pour poser une question. Puis après avoir posé une question, il est venu s'asseoir à côté de moi. Puis il a dit, Mathieu, il dit, tu as la réponse là, à la question que le conférencier se pose. Il faudrait que tu ailles lui dire. Puis là, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis levé, puis je suis allé me positionner en file pour pouvoir poser des questions au microphone, au conférencier. Puis je me souviens, comme si c'était hier, on était 3 individus en file. J'étais le 3e. J'avais le cœur qui me débattait. Ça tournait dans ma tête à savoir comment j'allais poser ma question, comment j'allais formuler mon information pour éduquer un peu le conférencier sur le fait que j'avais déjà la réponse à sa question, que tout était sur mon affiche de la veille. C'était la première fois que vous posiez une question dans une conférence comme celle-là? Ah, absolument. Tu sais, participer à une conférence, c'est une chose. Mm-hmm. On apprend beaucoup, c'est le fun. Mais activement participer dans une conférence, c'est ce que je demande à mes étudiants maintenant parce que j'en réalise le bénéfice. C'est autre chose. Right? Puis il ne faut pas ignorer le fait français versus anglais. Je veux dire, en ayant grandi dans un environnement 100% francophone en tant que jeune enfant, quand je suis arrivé à l'Université McGill, c'était un défi d'ampleur importante parce que c'était à ma première année, dans le fond, la première année d'enseignement anglophone ou en anglais, c'est-à-dire. Et puis, heureusement, McGill permettait aux étudiants francophones d'écrire leurs examens en franglais ou en anglais ou en français. C'était vraiment très permissif. Donc, ça m'a donné une chance dès le départ. Mais je dois admettre que là, j'en étais ça faisait quoi? Peut-être 6, 7, 8, 9 ans à peu près quand je baignais légèrement dans un environnement anglophone, mais quand même à Montréal où on parle anglophone au travail, mais on parle francophone pour tout ce qui est du reste. Fait que je baragouinais encore mon anglais. Puis, fait que c'est certain que, non, écoute, le cœur me débattait, ça tournait dans la tête. J'avais aucune idée comment ça allait sortir.
Puis heureusement, une fois que mon tour est arrivé au microphone, par magie, j'ai aucune idée, ça a sorti de façon éloquente. J'ai pu clairement mentionner au conférencier qu'il aurait dû venir voir mon affiche la veille. Il aurait eu la réponse à sa question. Mais ça a été un moment magique. Puis c'est un moment pour lequel je serai toujours reconnaissant. Miles m'a poussé. Tu sais, dans le fond, c'est ce qu'on cherche de nos mentors. On aimerait qu'ils nous connaissent bien, qu'ils connaissent autant nos forces que nos faiblesses, puis qu'ils nous aident à s'améliorer. Cette journée-là, Miles, avant même de devenir mon mentor officiel, m'a poussé dans la bonne direction, m'a donné le petit coup de pied au derrière que j'avais besoin pour m'engager dans un processus qui finalement m'a amené où je suis aujourd'hui. Et vous avez fait donc toute votre formation scientifique au Québec. Est-ce que c'était difficile après de passer dans un autre pays pour faire votre postdoc? C'est pas tant la différence de pays que la différence de mentalité sur comment on roule la recherche. Quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est vraiment particulier. Au début, je roulais ma recherche là-bas comme je la roulais un peu à Montréal, c'est-à-dire consciencieux des finances. Consciencieux de prioriser les finances avant le but ultime. Puis ça, fondamentalement, c'est mauvais. Il y a des limites financières, on en est conscient, mais d'avoir la finance comme priorité dans nos décisions, c'est ce qu'il y a de pire. Puis c'est certain que c'est inquiétant de voir la situation de la subvention de la recherche au Canada, où on est un peu dans une dynamique où on se dit, regardez, on prend un retard par rapport aux autres pays sur la quantité d'argent mis à la disposition des chercheurs. On ne veut pas que les chercheurs soient à prioriser les expériences, les projets de recherche en fonction de l'argent. Fait que quand je suis arrivé aux États-Unis, c'était justement complètement différent. Le but ultime était la priorité. Donc, on voulait trouver un nouveau mécanisme, comprendre comment le cancer se développe selon un paramètre particulier. Parfait, allons-y à fond. Puis, tandis que quand j'étais à Montréal, il fallait y aller plus étape par étape, il fallait évaluer. En tout cas, peut-être que c'est juste un a priori de ma part. Vous pourrez me dire si vous avez le même a priori. Je l'ai vu chez d'autres étudiants, donc je présume que ce n'était pas juste moi qui le vivais, cet a priori-là, malgré que je n'étais pas responsable des finances du labo. Oui. C'est pas moi qui est responsable en tant qu'étudiant gradué d'aller sécuriser de l'argent. Fait que quand je suis arrivé dans le laboratoire de Miles, ce n'est pas une question de Canada versus États-Unis, parce que ce n'est pas tous les labos aux États-Unis qui sont en mesure de prioriser la recherche avant de se limiter à l'aspect financier des choses. Mais quand je suis arrivé là, le but, c'était faisons une découverte d'impact et non pas dépensons notre argent de façon réglementée. Okay. Et puis, ça change complètement la dynamique parce que là, soudainement, là, l'esprit se voit être libéré de toute contrainte, puis on peut vraiment s'investir corps et âme dans la biologie. Fait que ça a été une transformation. Ça m'a pris du temps parce que je me souviens, j'avais passé 6 mois dans le laboratoire à m'adapter. Puis j'étais revenu au Québec pour une fête de famille. Puis il y avait un ami de la famille qui est venu me voir, qui lui était plus âgé, qui avait travaillé aux États-Unis avant moi, puis qui avait plus d'expérience, qui est venu me voir, puis qui est venu me dire, il dit, hey, c'est-tu pas extraordinaire justement aux États-Unis? C'est pas l'argent qui compte. C'est le point final, c'est le but final. Puis là, quand cet individu-là me mentionnait cette phrase-là, j'ai arrêté et j'ai dit « T'as raison ». Puis j'ai complètement changé ma dynamique. Quand je suis revenu à Boston par la suite, là, j'avais décidé de complètement éliminer de mon esprit l'aspect financier, de me concentrer seulement sur le but ultime, puis tel que ça devrait toujours être le cas, d'assigner la responsabilité financière à 100% dans les mains de mon directeur de recherche. Ouais. Mais ça a été une belle transformation. Puis encore là, ce n'est pas une question de Canada versus États-Unis, parce que cette même approche, je l'ai dans mon laboratoire présentement. Ouais. Je ne veux pas que mon staff se concentre sur l'argent, je veux qu'il se concentre sur le but ultime de la recherche. Faites une découverte d'impact qui va transformer la recherche, qui va transformer aussi notre capacité d'avoir un impact en clinique. Tu sais, l'objectif est clair, pas d'être stratégique au niveau des ressources financières, c'est d'être d'impact en clinique. Et est-ce que vous pouvez nous décrire un peu vos travaux de recherche durant votre postdoc et comment ça vous a mené vers votre position actuelle? Bon, je savais que j'allais travailler sur le cancer du sein, puis il y avait aussi une branche sur le cancer de la prostate qui était très forte dans le laboratoire de Miles. Fait que je savais que j'allais maintenir au moins cette thématique de recherche. Puis quand je suis arrivé chez Miles, une autre chose que j'ai énormément appréciée de mon séjour dans ce laboratoire-là, c'est qu'on avait le choix de faire ce qu'on voulait. Le but, c'était de vraiment apprendre puis connaître l'expertise du labo et ensuite de se trouver une niche dans laquelle on pouvait exceller.
Puis moi, quand je suis arrivé, à l'époque, la technologie qui venait de voir le jour, c'était ce qu'on appelle l'immunoprécipitation de la chromatine, du chip. À l'époque, c'était du chip-on-chip. Maintenant, c'est du chip-seq, mais peu importe. Donc, on avait, grâce à cette technologie, une opportunité de vraiment interroger le génome humain. Puis, ça, c'était en 2005. J'ai joint le laboratoire de Mars en 2005. Donc, environ 5 ans après que le génome humain a été entièrement séquencé. Là, il fallait le comprendre. Le génome, c'est juste de l'ADN. Mais ce qui se retrouve dans nos cellules, c'est beaucoup plus que juste de l'ADN. Notre ADN est en réalité retrouvé dans un complexe qu'on appelle la chromatine. Un complexe, dans le fond, qui est composé de l'ADN et de protéines bien spécifiques telles que les histones. Et puis, la chromatine a un impact sur le phénotype beaucoup plus grand que juste l'ADN. Si tu injectes juste de l'ADN nu dans une cellule, ça ne fonctionnera pas. Elle se doit d'être dans un état de chromatine pour qu'elle puisse contribuer au phénotype de façon adéquate. Fait que quand je suis arrivé chez Mars, il y avait cette unique opportunité qui s'ouvrait, qui était de s'investir corps et âme dans la caractérisation du génome en définissant l'état de la chromatine sur l'ensemble du génome, donc sur l'ensemble des 6 milliards de bases qu'on retrouve dans chaque cellule. Tu sais, c'est 3 milliards de bases, mais on a diploïde, on est diploïde, donc on a 2 copies, donc 6 milliards de bases au total. On avait la chance de caractériser l'état de la chromatine sur l'ensemble du génome, dans le cancer du sein, dans le cancer de la prostate, dans des tissus normaux, puis ainsi de suite. Donc, une opportunité en or de comprendre comment différentes séquences d'ADN, peu importe qu'elles soient mutées ou non, contribuent à un phénotype. Dans le cas présent, c'était le cancer du sein. Est-ce que c'est pour ça que vous vouliez aller dans le lab de Miles Brown pour poursuivre cette recherche-là? Ou cette recherche-là, vous l'avez découverte dans le lab de Miles Brown? Donc, non, c'est ça. Miles, il travaillait sur la chromatine, mais spécifiquement axé sur le rôle des facteurs de transcription. Moi, quand j'ai joint le laboratoire de Miles, j'ai eu l'opportunité d'y rajouter une couche qui était vraiment la chromatine. Donc, de comprendre exactement ce qui se déroule pour permettre la régulation de l'expression des gènes, de l'activité des facteurs de transcription, dans un contexte où on ne travaille pas avec un ADN nu, mais plutôt qu'on travaille avec un ADN dans de la chromatine. Okay. Donc, j'ai commencé à explorer l'état de la chromatine dans le cancer du sein, dans le laboratoire de Miles. Il y avait peut-être, avant que j'arrive, eu certaines immunoprécipitations de la chromatine pour des modifications d'histone acétylée. Mon Dieu, il faudrait que je retourne dans la littérature. Pour être bien certain, je pense que oui. Mais à l'époque, c'était plutôt ciblé. Là, j'ai vraiment développé l'aspect genome-wide là, à grande échelle, assurément dans le laboratoire de Mars. Wow. Et c'est quoi les résultats que vous aviez eus à la fin de votre postdoc? La découverte la plus importante, c'est celle qui a identifié une méthode pour caractériser dans n'importe quel tissu donné quelles sections de l'ADN agissent comme éléments de régulation de gènes grâce à des marqueurs de l'état de la chromatine. Okay. Donc, en termes simples, ce qu'on a découvert, une des plus grandes découvertes que j'ai faites, là, c'est identifier une modification de la chromatine qui est spécifique aux éléments de régulation qui sont actifs dans une cellule versus dans une autre cellule. Donc, grâce à cette modification-là, aujourd'hui, on peut utiliser, je pourrais, par exemple, vous pourriez me donner de façon aveugle un échantillon de tissu, peu importe de quelle origine, que ce soit un échantillon de cœur, un échantillon de muscle, un échantillon de peau, un échantillon de... peu importe. Je pourrais, grâce à cette découverte, tout simplement définir la distribution de cette modification-là sur l'ensemble du génome de chacun de ces tissus. Et grâce à cette information-là, je pourrais vous dire par la suite exactement de quel tissu provient chacun des échantillons. Oh. À l'époque, c'était une modification sur les histones qui était une mono- et une diméthylation sur la lysine 4 de l'histone 3. Mais là, on parle d'une modification très spécifique. Le concept de base est le suivant. Parce que ça s'est développé depuis. Il n'y a pas que cette modification qui est importante. Le champ d'expertise a développé beaucoup. Mais à l'époque, c'était la première. Puis on a eu le premier papier démontrant la capacité de cette modification-là à discriminer les éléments de régulation des gènes d'un tissu à un autre. Wow. Grâce à ça, c'est sûr. En tout cas, une belle découverte. On a fait d'autres découvertes aussi, mais c'est vraiment une des plus importantes selon moi. Mais le principe de base est le suivant. La séquence du génome que vous avez
dans une cellule du muscle ou dans une cellule du cerveau est exactement la même. Il n'y a pas de mutation qui justifie qu'une cellule devient une neurone puis qu'une autre cellule devient une cellule musculaire. Okay? La séquence est la même. Ce qui permet à une cellule d'être une neurone versus une autre de devenir une cellule musculaire du cœur ou d'autres, c'est quelle section du génome est utilisée. Il y a certaines séquences d'ADN qui sont utilisées pour donner l'expression d'un gène dans un tissu donné et d'autres séquences d'ADN qui sont utilisées pour donner naissance à l'expression de d'autres gènes dans un autre tissu. D'avoir séquencé le génome humain, ce fut extraordinaire parce que là, à ce moment-là, au moins, on avait une idée de l'ensemble de la séquence nécessaire pour créer un homme, une femme, un être humain. Mais avec cette séquence-là, il manque l'information qui est nécessaire pour définir un tissu plutôt qu'un autre. Cette information-là vient de la chromatine, parce que la chromatine agit pour comprimer certaines sections de l'ADN. Et quand l'ADN est comprimé, elle n'est pas disponible pour contribuer au phénotype. Donc, nous, ce qu'on fait dans mon laboratoire présentement, puis c'est ce que j'avais commencé chez Miles, c'est on tente d'identifier sur l'ensemble du génome d'une cellule donnée quelles sections du génome sont comprimées, quelles sections ne le sont pas. On peut raffiner notre caractérisation des régions comprimées ou accessibles à travers des modifications épigénétiques, c'est-à-dire des groupes chimiques rajoutés soit sur l'ADN ou sur les protéines telles que les histones, qui nous permettent de discriminer, par exemple, à même les régions qui sont accessibles, lesquelles se comportent comme un gène qui est exprimé, lesquelles se comportent comme un promoteur qui permet au recrutement de la polymérase, lesquelles se comportent comme des enhancers qui permettent le recrutement de facteurs de transcription, puis ainsi de suite. Mais à la base, tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est quelle section de l'ADN est comprimée, quelle section de l'ADN est accessible. Et en se concentrant sur les régions accessibles, on définit, on identifie les séquences d'ADN qui contribuent au phénotype. Donc, d'un tissu à un autre, d'un type cellulaire à un autre, ce qui diffère, c'est les séquences d'ADN qui se retrouvent dans des régions accessibles versus les séquences d'ADN qui se retrouvent dans des régions comprimées. Et avec cette information-là, est-ce que c'est possible de différencier une cellule de cancer d'une cellule normale? Donc, c'est exactement ça sur quoi on travaille. Donc, le but est de bien caractériser l'état de la chromatine dans des tissus normaux pour savoir quelles sont les séquences d'ADN qui se doivent d'être accessibles dans un tissu normal versus des sections qui devraient être comprimées. Par la suite, on fait le même travail, mais dans une cellule du cancer. Donc, si par exemple, on pense au cancer du sein ou au cancer de la prostate, on peut regarder aux cellules normales épithéliales du sein ou aux cellules normales épithéliales de la prostate pour comprendre quelles séquences d'ADN définissent ce phénotype. Et puis, par la suite, on regarde à l'état de la chromatine dans une cellule cancéreuse provenant du sein ou de la prostate pour identifier quelle séquence a changé d'état de chromatine, a changé d'état de compaction. Quelle séquence doit être comprimée dans un tissu normal qui se retrouve maintenant accessible dans le tissu cancéreux et vice-versa, quelle séquence était accessible dans le tissu normal qui se voit maintenant comprimée dans le tissu nerveux. Une fois qu'on a identifié ces régions-là, on appelle ça des variants de la chromatine. Okay, c'est des régions variantes. C'est-à-dire c'est comme une mutation, mais c'est pas vrai. Au lieu d'être un changement dans la séquence d'ADN, c'est un changement dans sa compaction. Une fois qu'on a identifié ces régions-là, maintenant, on a nos cibles. On sait où amener des changements au niveau de la chromatine pour tenter d'éliminer le phénotype cancéreux. Okay? Maintenant, comment on peut changer la chromatine? Ça, c'est la grande question. Ça, c'est pas aussi facile qu'on aimerait parce qu'autrement, on aurait déjà plein de thérapies épigénétiques en clinique, mais c'est pas le cas, on en a seulement que quelques-unes. Donc, il y a différentes méthodes. Une première méthode, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la thérapie épigénétique. Donc, c'est d'utiliser des drogues, des composés chimiques, qui sont en mesure d'influencer l'activité d'enzymes qui régulent la compaction de la chromatine ou qui régulent l'acquisition de modifications chimiques sur la chromatine. Donc, tantôt, on parlait de H3K4-diméthyl ou monométhyl. Ben, si on réussit à enlever cette modification-là, on change l'état de la chromatine. Donc, il y a un potentiel pour changer le phénotype de la cellule. Donc, cette approche-là est en développement. Il y a des efforts extraordinaires qui ont été investis dans les dernières années pour développer des composés chimiques ciblant les facteurs épigénétiques. À cet égard, on a ici au Canada le Structural Genomics Consortium, qui est basé à Toronto, mais qui a aussi des bureaux un peu partout à travers le monde.
ils se sont investis corps et âme dans le développement de composés chimiques qu'ils ont rendus publiquement accessibles à tous pour tester l'efficacité de la thérapie épigénétique contre le cancer ou plein d'autres maladies. Grâce à des collaborations qu'on a avec l'équipe du Structural Genomics Consortium, plus spécifiquement avec le Dr. Cheryl Arrowsmith, on a identifié différentes thérapies épigénétiques qui fonctionnent contre le cancer du sein, à tout de moins dans des modèles précliniques. Donc, par exemple, on a identifié une thérapie épigénétique utilisant des composés chimiques contre l'enzyme EZH2, EZH2, qui sont efficaces dans des cancers du sein triple négatif ayant acquis la résistance à la chimiothérapie en préclinique. Donc là, il faut l'amener en clinique. Okay? On a identifié l'efficacité aussi d'inhibiteurs de facteurs bromodomaine contre un cancer du sein, mais à des stades plus précoces. Encore là, tout ça a été fait dans des modèles précliniques. Puis il y a plein d'autres exemples de cette nature-là. Fait que ça, c'est une première approche, d'utiliser la thérapie épigénétique. Mais ce n'est pas la seule. Vous avez tous entendu parler de la technologie CRISPR, qui est utilisée pour éditer le génome. Mais il y a possibilité également d'utiliser la technologie CRISPR pour pirater la chromatine. Okay? Et comment on fait ça? On envoie l'enzyme CRISPR avec une version mutante qui n'est pas en mesure de cliver l'ADN. À la place, ce qu'on met, c'est une protéine fusion, qui est une protéine ayant des fonctions épigénétiques, soit de rajouter ou d'enlever différentes modifications chimiques. Et puis donc, on peut cibler cette protéine fusion à la région d'intérêt pour aller changer l'état de la chromatine. Donc là, ça nous permet de changer l'état de la chromatine de façon ciblée, hyper pointilleuse. C'est des approches qui se doivent d'être expérimentées davantage, mais qui, je crois, ouvrent un nouveau champ de traitement extraordinairement prometteur. Parce que là, on a la chance non pas de cibler que des protéines qui proviennent de gènes, mais on a la chance de cibler n'importe quelle séquence d'ADN qu'on retrouve dans le génome humain. Juste pour mettre ça en perspective, là, présentement, quand on développe des drogues contre des protéines qui sont générées à partir de gènes, on tente de cibler au maximum 1,5 % de notre génome en amenant des technologies qui permettent le piratage de la chromatine. On ouvre complètement le développement de thérapie contre 100 % de notre génome. Donc, les probabilités de trouver quelque chose qui fonctionne augmentent de façon drastique. Donc, c'est une révolution, selon moi, qui est en cours, qui va transformer la clinique d'ici dans les prochaines années. Oui, parce que quand on bloque un enzyme qui ouvre la chromatine, eh bien, ça va faire que la chromatine ne peut pas s'ouvrir partout. C'est assez général, mais avec cette approche-là, il serait possible de spécifiquement choisir à quel endroit sur le génome on veut que la chromatine ne puisse pas être ouverte. Donc, on peut choisir des lieux qui sont spécifiquement liés au cancer qu'on essaye de traiter. Oui, 100%. Ça amène un niveau de spécificité beaucoup plus élevé. La question qui demeure, c'est est-ce que cette spécificité va être telle qu'elle ne sera pas suffisamment d'impact pour changer le phénotype? En général, quand on envoie la technologie CRISPR pour cibler une région d'intérêt, elle parvient à cibler quelques centaines, au maximum quelques milliers de paires de bases sur un total de 6 milliards. Mm-hmm. Donc, on peut être, dans certains cas, chanceux, puis avoir trouvé la région d'importance et définitivement être en mesure de changer l'état de la chromatine pour complètement altérer le phénotype, donc éliminer le statut oncogénique ou cancéreux d'une cellule. Mais ce n'est pas nécessairement une garantie. Il y a potentiellement un avantage à pouvoir cibler multiples régions. Donc, on verra. Le débat est encore sur la table, mais il y a définitivement des données qui démontrent que certaines dépendances sont plus fortes dans les cellules cancéreuses que dans les cellules normales pour certains états de la chromatine. Okay. Donc, présentement, par exemple, quand on a identifié la sensitivité des cancers du sein triple négatif ayant acquis la résistance à la chimiothérapie, à l'épigénétique, à la thérapie épigénétique, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans son ensemble, il y avait eu des changements dans l'état de la chromatine uniformes sur plusieurs régions différentes qu'on pouvait cibler avec les inhibiteurs de EZH2. Mm-hmm. Donc, une sensitivité beaucoup plus élevée aux inhibiteurs de EZH2 dans ce type de cancer du sein que dans des tissus normaux ou dans d'autres types du cancer du sein. Donc, tout est à voir, mais définitivement, ce que je trouve fabuleux, c'est qu'on peut traiter avec des thérapies épigénétiques
on peut aussi maintenant considérer une approche beaucoup plus précise en appliquant non pas une approche d'ingénierie du génome, mais plutôt de piratage de la chromatine grâce aux technologies CRISPR. Et avec ces technologies CRISPR, est-ce que ça a été montré dans le domaine du cancer que, par exemple, des modifications alternées à un gène sont la cause directe d'un cancer? Il y a plusieurs éléments d'intérêt dans la phrase que vient de me poser. Je vais m'arrêter au premier parce que c'en est un qui est très, très cher. C'est mon pet peeve, comme on appelle. Dans ta question, tu ramènes ça au gène. Oui. Donc, pour commencer, ce que j'aimerais clarifier ou peut-être élaborer davantage, c'est sur la définition du génome humain. Le génome humain correspond à 3 milliards de bases d'ADN. Compte tenu que chacune des cellules de notre corps est diploïde, dans chacune de nos cellules, on a 6 milliards de bases d'ADN. Okay? Donc, sur ces 6 milliards de bases d'ADN, seulement 1,5 % correspond à des séquences codantes. En d'autres mots, correspondent à des gènes. Une des découvertes importantes quand j'ai fait mon postdoc, sur lesquelles je travaille encore très fort, c'est qu'il y a énormément de biologie d'impact pour les phénotypes à même les sections non codantes de notre génome, donc le 98,5 % restant. Et puis, je dirais même encore plus que c'était clairement démontré par des travaux auxquels j'ai contribué, également par des travaux de collègues, que le signal le plus important pour définir les phénotypes distincts d'un organisme multicellulaire tel qu'un être humain se retrouve dans les sections non codantes. Okay? Il y a beaucoup plus de différences dans les sections d'ADN utilisées pour un phénotype donné versus un autre dans les sections non codantes que dans les sections codantes. Puis c'est encore plus vrai, plus on s'éloigne des gènes. Okay? Ça, je pense que c'est fondamental parce que notre jargon de tous les jours est incroyablement centré sur les gènes. Et puis, dans cette optique-là, l'étude de la chromatine, franchement, ouvre davantage la perspective sur la possibilité qu'a le non-codant pour développer des nouveaux traitements pour traiter des maladies, que ce soit le cancer ou n'importe quelle autre maladie. Donc, avant, les régions non codantes du génome n'étaient pas vraiment recherchées, mais est-ce que maintenant, on est au courant de cancers qui se développent seulement avec des changements dans ces régions-là du génome? Donc, je ne dirais pas seulement. Évidemment, dans mes propos, je ne veux pas dire qu'il faut éliminer de notre conversation les séquences codantes. C'est tout à fait l'opposé. Les séquences codantes sont fondamentales, très importantes, mais que de ne regarder qu'à ces régions et de se limiter de façon dangereuse. On se doit de prendre en compte l'ensemble du génome quand on veut vraiment comprendre une maladie ou même un état normal. Puis, à cet égard, du côté génétique, ce qui a été fait de plus remarquable pour démontrer l'importance du non-codant vers des maladies, selon moi, provient des études qu'on appelle Genome-Wide Association Studies, donc des études d'association prenant en considération l'information sur l'ensemble du génome. Ce qui a été fait à l'époque, au début des GWAS et qui se fait encore aujourd'hui, c'est d'identifier des variants génétiques qui caractérisent la population humaine. Donc, on appelle ça des polymorphismes simples. C'est des polymorphismes dans la séquence d'ADN qui vont justifier, par exemple, pourquoi certains d'entre nous ont les yeux bleus, d'autres ont les yeux bruns, tous les traits qu'on connaît, différentes grandeurs, puis ainsi de suite. Okay? Ce qui a été fait, c'est, après avoir identifié ces différents variants génétiques, grâce au séquençage du génome humain chez différentes populations, ce qui a été fait par la suite, c'était d'utiliser ces SNPs, ces Single Nucleotide Polymorphism, donc des polymorphismes de nucléotides simples, et d'interroger leur présence ou absence dans des populations qui, par exemple, avaient les yeux bleus versus des populations qui ont les yeux bruns, puis ainsi de suite. Et dans le processus, ils ont démontré que sur l'ensemble des SNPs, ceux associés à un trait plutôt qu'un autre, donc par exemple associés aux yeux bleus plutôt qu'aux yeux bruns, étaient plus couramment retrouvés dans les sections non codantes. Donc, ce que ça nous dit, c'est d'une base génétique. Il est clair, net et précis qu'il y a énormément d'informations génétiques d'importance, d'impact pour définir un phénotype particulier. Dans l'exemple que je donnais, c'est la couleur des yeux. Bon, il y a des études similaires qui ont été faites par rapport au cancer, que ce soit le cancer du sein, le cancer de la prostate, peu importe.
qui ont fait les mêmes découvertes. La grande majorité des SNPs associés à une maladie donnée, à un type de cancer donné, se retrouvent dans les régions non codantes. Fait qu'une des découvertes qui a caractérisé le début de mes années en tant que directeur de laboratoire a été justement de démontrer à quel point il y a un enrichissement fort pour des variants génétiques associés au cancer dans des éléments de séquences non codants qui sont dans une chromatine accessible dans les cellules de ce même type de cancer. Dans le cancer du sein, on va être spécifique, on a découvert que c'est les éléments de la chromatine qui sont accessibles, qui sont dans les sections non codantes du génome, qui ont tendance à être celles les plus couramment affectées par un SNP qui augmente le risque de développer le cancer du sein. On a par la suite fait la même étude, mais cette fois-ci en regardant à des mutations somatiques, donc des mutations acquises au courant du développement de la tumeur, plutôt que des variants génétiques qui, eux, sont transmis de parents à enfants. Puis on a découvert que ces mutations, donc des mutations somatiques acquises au courant de la vie, retrouvées dans une tumeur, étaient elles aussi préférentiellement retrouvées dans des régions non codantes, des régions non codantes spécifiquement accessibles au niveau de la chromatine dans des cellules du cancer du sein. Puis là, maintenant, ce qu'on fait, c'est l'étape suivante. Ouais. Pour qu'un phénotype se développe, évidemment, dans le cas du cancer, il va y avoir certaines mutations qui vont se retrouver dans une région de la chromatine qui est accessible et donc contribuer au phénotype. Mais il y a énormément de milliards de bases d'ADN disponibles aussi pour contribuer au phénotype, qui n'ont pas nécessairement à être mutées. Elles peuvent tout simplement changer d'état de chromatine, transitionner d'un état comprimé à un état accessible ou accessible à comprimé, de façon à changer l'état, le phénotype, le trait de la cellule. Donc, ce qu'on va maintenant commencer à faire, c'est non pas seulement que se limiter à des régions qui ont des mutations, mais commencer à regarder à l'ensemble du génome pour trouver d'autres séquences qui demeurent de type sauvage, donc toujours la séquence d'origine, mais qui changent d'état de chromatine, qui transitionnent de compaction à accessibilité, de façon à identifier les régions qui, soudainement, devraient être réprimées, mais ne le sont plus, et donc contribuent différemment au phénotype, et vice-versa, des régions qui devraient normalement être accessibles, qui deviennent comprimées, qui perdent leur fonction. C'est un peu comme, par analogie, là, le même principe que d'identifier des oncogènes et des tumor suppressor genes, des gènes suppresseurs de tumeurs. Les oncogènes et les gènes tumeurs suppresseurs n'ont pas nécessairement à être mutés. Tout ce qui est nécessaire dans le cas des oncogènes, c'est que l'expression soit plus élevée. Puis dans le cas des répresseurs de tumeurs, c'est d'inhiber leur expression. Évidemment, ça peut être atteint grâce à des mutations. Si tu introduis une mutation dans un gène de tumeur suppresseur, évidemment, il y a possibilité d'empêcher la transcription, empêcher la translation. Donc, il y a beaucoup de potentiel là. Mais on peut tout simplement aussi éliminer le promoteur sans qu'il y ait de mutation dans le gène, puis on va éliminer l'expression de ce tumeur suppresseur. Dans un oncogène, on peut augmenter l'expression en enlevant des éléments de répression au niveau du promoteur, en permettant à plus d'ARN polymérase d'être recruté et activé au promoteur. Donc, c'est le même principe. On essaie de trouver maintenant des oncos non codants puis des tumeurs suppresseurs non codants. On n'utilise pas cette terminologie-là, mais par principe, là, c'est le même concept. Est-ce que ces changements-là peuvent arriver, non pas quand la tumeur s'initie ou progresse, mais après des traitements, donc qu'elle adapte sa chromatine pour mieux survivre à ces traitements-là? Oui, ça, c'est vraiment intéressant. Puis donc, on a tendance à vouloir prioriser la génétique. Quand on considère une maladie, on a tendance à se dire que c'est la génétique, c'est l'acquisition de mutations ou de variants qui amènent un trait différent. On est familier avec cette définition-là parce que quand on se compare, c'est ce qui justifie nos différences. Et on est différents les uns des autres, puis on a tendance à le dire, on est différents les uns des autres parce que notre génome n'est pas équivalent entre nous. Vous avez des SNPs que je n'ai pas, et vice-versa, des variants que je n'ai pas, ce qui justifie la différence de la couleur des yeux. J'en reviens au même exemple, la différence de couleur des yeux, des cheveux, frisés, pas frisés, puis ainsi de suite. Donc, quand on vient à penser à des maladies, on se dit, ben, ça doit être la même chose. Ça doit être la génétique. Il doit y avoir une mutation ou une séquence différente qui donne naissance à ce tissu qui est le cancer. Là, par contre, où il est important de considérer des alternatives, c'est quand on regarde la complexité des tissus puis des cellules qu'on retrouve dans un organisme multicellulaire.
On est composé de milliers de différents types cellulaires, sinon plus, et pourtant le génome est relativement constant dans chacune des cellules de notre corps. Donc, comment justifier des phénotypes tellement différents s'il n'y a pas de mutation? C'est qu'il y a un mécanisme alternatif qui permet à la différenciation en utilisant la même séquence, mais comme on disait plus tôt, en changeant les séquences qui se retrouvent accessibles versus les séquences qui se retrouvent comprimées. Okay? Donc, ça, c'est dans le cadre d'un développement normal. Ça s'opère. Dans le cadre du développement normal, il n'y a aucun besoin de mutation pour la majeure partie des différents types cellulaires qui composent notre corps. Pourquoi est-ce que ce serait différent pour le cancer? Effectivement. Est-ce que le cancer est un pathogène ou est-ce que le cancer est tout simplement un autre tissu indésirable? Bon, je pense qu'ultimement, il peut devenir un pathogène parce qu'ultimement, on voit que l'immunothérapie fonctionne bien contre certains types de cancers. Donc, à un certain point, une tumeur peut devenir suffisamment différente qu'elle a vraiment l'air d'un corps étranger. Je ne devrais pas dire pathogène, je devrais plutôt dire un corps étranger. Okay? Donc, à la base, est-ce qu'une tumeur est un corps étranger ou est-ce qu'une tumeur est un autre tissu, mais un tissu dommageable? Donc, ultimement, une tumeur peut devenir un corps étranger. C'est pour ça que l'immunothérapie peut fonctionner dans certains types de cancers. Mais à la base, de considérer que le cancer est un tissu amène une réflexion complètement différente sur ce qui pourrait être des éléments initiateurs. Dans un contexte où, soudainement, on n'a plus besoin d'avoir des mutations. On a tout simplement besoin d'adopter la même stratégie que le système utilise lors d'un développement normal, c'est-à-dire changer l'état de la chromatine sur une même séquence, mais de déranger les mécanismes de changement d'état de la chromatine de façon à ce que de mauvais états de chromatine soient acquis sur certaines séquences d'ADN pour qu'elles se retrouvent soudainement accessibles alors qu'elles devraient être comprimées et vice-versa. Et donc, dans cette dynamique-là, on peut considérer qu'un cancer pourrait se développer sans aucune mutation apparente, mais plutôt dépendante de changements dans l'état de la chromatine sur l'ensemble de son génome. Et puis, ça a pris plusieurs années pour le démontrer, mais en 2014, en collaboration avec le Dr. Michael Taylor à l'hôpital SickKids à Toronto, on a justement identifié un type de cancer pédiatrique, spécifiquement les épendymoma, qui se développent sans aucune mutation apparente qui supporte le développement du cancer. Par contre, on a pu identifier énormément de variants de la chromatine, c'est-à-dire des changements dans l'état de la chromatine qui se devraient d'être dans un certain état, dans un tissu normal, mais qui acquiert un état complètement différent sur certaines séquences d'ADN qui mènent, dans le fond, au développement de certaines cellules à des cellules cancéreuses. Et donc, quels seraient des éléments déclencheurs qui provoqueraient ces changements de chromatine s'il n'y a pas de mutation? Oui, c'est une super question. Donc là, à ce moment-là, on se questionne sur les mécanismes qui régulent l'ajout ou l'élimination de modifications épigénétiques sur la chromatine, sur l'activité des enzymes qui permettent de comprimer la chromatine ou de la rendre plus accessible. Donc, je vous parlais plutôt de traitement épigénétique, des composés chimiques qui parviennent à moduler l'activité des enzymes responsables pour définir l'état de la chromatine. Eh bien, évidemment, les composés chimiques, c'est nous qui les avons identifiés, développés, et ainsi de suite. Dans un cadre normal du développement, il y a des composés chimiques naturels qui peuvent influencer l'activité de ces mêmes enzymes-là. Puis le plus simple, par exemple, c'est par rapport au métabolisme. Le métabolisme est responsable pour créer un bon nombre de métabolites qui servent de cofacteurs ou de substrats pour les enzymes épigénétiques, donc les enzymes qui sont responsables pour l'ajout de modifications épigénétiques sur la chromatine qui définissent son état de compaction, puis ainsi de suite. Donc, on peut concevoir assez facilement qu'un stress métabolique pourrait être suffisant dans certaines instances pour amener des changements au niveau de la chromatine qui pourraient être favorables au développement du cancer. Puis si on revient à l'exemple de l'épendymoma, donc que je vous présentais plus tôt, pour lequel on a identifié l'absence de mutation qui pouvait motiver le développement du cancer, mais la présence de variants de la chromatine qui, eux, sont suffisants pour amener le cancer. Ce qu'on a découvert dans ce contexte-là, c'est que l'hypoxie, l'oxygène, le manque d'oxygène pouvait être un facteur important pour favoriser un certain état de la chromatine qui est plus propice au développement du cancer dans ce cas-là, dans l'épendymoma, un cancer du cerveau.
Et est-ce que vous pensez que d'autres types de cancers aussi pourraient être causés seulement par les variants de la chromatine ou sans mutation Des travaux d'un collègue. apparente? Oui, donc des travaux d'un collègue à Johns Hopkins a démontré que dans le cancer du pancréas, le processus de progression, donc de transitionner de la tumeur primaire vers les métastases, pouvait s'opérer en absence de nouvelles mutations qui pouvaient s'opérer spécifiquement à travers l'acquisition de variants de la chromatine, donc qui favorisaient un nouvel état phénotypique chez ces cellules qui les amenait à transitionner vers un état métastatique. Donc il y a deux exemples jusqu'à présent. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux. C'est des exemples qui ont été découverts dans les dernières 6 années. N'en demeure pas moins que faut être réaliste, là. Oui, il peut y avoir une contribution de la génétique, mais est-ce que la génétique en soi est suffisante pour tout faire, pour transformer une cellule puis l'amener à être cancéreuse? Il y a un rôle important pour le micro-environnement qui a été défini dans la progression des cancers, pour l'hypoxie même fortement impliquée dans la progression des cancers. En général, une tumeur hypoxique est une tumeur beaucoup plus agressive. Donc, il y a matière à se questionner sur l'impact que peut avoir des stress métaboliques de cette nature-là ou des adaptations métaboliques aussi vers la progression de la maladie dans un autre état. Dans le cancer du sein, là, pour être bien spécifique, par exemple, dans le cancer du sein où on a découvert qu'il y avait des variants de la chromatine qui rendaient des tumeurs résistantes à la chimiothérapie, soudainement maintenant sensibles à la thérapie épigénétique avec des inhibiteurs de EZH2. Dans ce contexte-là, ce qu'on a découvert, c'est que la chimiothérapie crée un stress métabolique qui amène la réduction d'un métabolite très précis qui s'appelle le S-adénosylméthionine, qui est le seul métabolite qui peut donner des groupes méthyl qui servent à la méthylation de l'ADN, à la méthylation des histones et ainsi de suite. Puis on s'est rendu compte à travers nos travaux que justement ce stress métabolique induit par la chimiothérapie favorise l'acquisition de variants de la chromatine perçus dans les modèles résistants. Donc, il faut prendre en considération assurément le métabolisme, le micro-environnement pour avoir une meilleure idée du risque de progression d'une maladie. Donc, comme pour un embryon qui se développe, une tumeur peut changer ses états de la chromatine pour s'adapter à son environnement ou au métabolisme qui l'entoure, pour faire une analogie de ce que vous avez dit. Selon ma perspective, de faire face à une tumeur ou d'interroger une tumeur en la considérant un tissu plutôt qu'un corps étranger change complètement la dynamique sur la méthode à développer pour la traiter. Tu sais, le développement de la recherche, le développement de la thérapie sur le cancer, là, c'est fascinant. Tu sais, au début, c'était une masse qu'on regardait se développer. Après, c'est devenu une masse qu'on a commencé à opérer par chirurgie. Puis après, c'était une masse qu'on a commencé à vouloir traiter en reconnaissant que c'était une masse qui proliférait rapidement, qu'on a voulu traiter avec de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, ciblant spécifiquement les cellules en forte prolifération. On a cherché pendant des années l'origine du cancer à travers des corps étrangers, à travers, par exemple, des virus. Il y a eu des années de recherche investies pour essayer d'identifier tous les virus qui pouvaient être à la source du cancer, parce qu'on ne croyait pas que le cancer, ça venait de nous, mais plutôt que ça pouvait être d'un corps étranger, un virus qui arrivait, qui transformait la cellule, qui l'amenait à devenir une tumeur. Donc, la transition vers l'acceptation qu'une tumeur est un tissu, ce n'est pas nécessairement donné à tous. On aimerait que le cancer soit à l'origine causé par une source extérieure qu'on peut facilement identifier parce que comme ça, on pourrait éliminer cette source extérieure. Tu sais, si le cancer était toujours causé par un virus, ça arrive, il y a certains exemples. Tu sais, si le cancer était toujours causé par le virus, ça serait extraordinaire. On n'aurait qu'à éliminer le virus. Si on considère le cancer comme un corps étranger, c'est extraordinaire. Tout ce qu'on a à faire, c'est booster notre système immunitaire. Ma perspective sur mon approche adaptée à la recherche qu'on fait dans le labo, c'est plutôt que le cancer est un tissu. Un tissu pour lequel il y a eu un manquement dans le processus de différenciation. Donc, un tissu pour lequel la chromatine joue un rôle prépondérant. C'est pour cela qu'on essaie d'identifier les variants de la chromatine, trouver des moyens de renverser ces variants pour les ramener à un état soit normal ou un état typique d'une cellule qui va se commettre vers une mort cellulaire. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais tant qu'on n'aura pas
investi pour identifier ces variants de la chromatine, on va demeurer dans un contexte où on essaie de trouver, par exemple, des variants génétiques, des mutations, puis des SNPs qui augmentent le risque, qui vont nous donner des indications des régions, mais on n'aura jamais une image complète parce qu'il n'y a pas nécessité de muter l'ADN partout. Il n'y a pas nécessité de muter l'ADN pour transformer le phénotype d'une cellule. On en est la meilleure preuve. La différence, c'est juste, est-ce qu'on peut s'assurer que les variants de la chromatine soient acquis de façon à forcer une différenciation plutôt que acquis pour se maintenir dans un état intermédiaire de prolifération et d'auto-renouvellement. Puis c'est ça le cancer, c'est qu'il est pris dans cette phase d'auto-renouvellement, prolifération. OK. Ben, malheureusement, sur ça, je pense qu'on doit s'arrêter. Mais j'ai beaucoup appris personnellement. Je ne suis pas dans le domaine du cancer, mais je pense que tout le monde va vraiment apprécier ce podcast. Une question qu'on aime bien demander aux PI à la fin, c'est est-ce que vous avez des conseils pour les étudiants en thèse, en postdoc, des mots de motivation? Oui, ben écoute, des conseils puis des mots de motivation, il y en a énormément à apprendre, il y en a énormément à aller chercher. Fait que moi, je dirais, le plus important, c'est identifier vos forces et vos faiblesses, reconnaître qui nous sommes, et puis par la suite, aller chercher des points d'ancrage, des mentors, des amis, des collègues, mais aussi des gens plus éloignés de soi qui peuvent nous aider à adresser toutes nos faiblesses et mieux exploiter toutes nos forces. Ça, c'est un concept de développement de carrière, que ce soit en sciences ou en n'importe quoi d'autre. Il faut d'abord identifier ce qu'on veut faire, mais le plus important, c'est d'identifier nos forces et nos faiblesses, selon moi. Et puis donc, travailler avec nos forces et puis améliorer nos faiblesses. Puis c'est à ce moment-là, en allant chercher des mentors, il y a moyen vraiment d'aller chercher de l'expertise qu'on n'a pas, nous, en tant qu'individus, pour complémenter justement nos lacunes. Donc, ça vaut la peine d'être très proactif, d'engager. Tu sais, je le recommande à mes étudiants, puis je le recommande à quiconque va écouter ce podcast-là. N'hésitez jamais à envoyer un email, à téléphoner ou à vous présenter dans un laboratoire de qui que ce soit, ou même des gens dans d'autres sphères de travaux, pour leur dire « J'aimerais apprendre de vous certains aspects tels que aspect 1, aspect 2, aspect 3. Est-ce que vous seriez disponible pour prendre un café, avoir une conversation? » Et puis, je serais très surpris d'une réponse négative. Au contraire, moi, je l'ai eu, j'ai été très fortuné. Il y a des jeunes qui m'ont approché, ils m'ont dit « Est-ce que tu as le temps de t'asseoir avec nous pour qu'on puisse mieux comprendre ta perspective, avoir une meilleure... » J'ai dit « Oui, ça me ferait plaisir pour justement donner un coup de main à cette prochaine génération. » Comme vous faites en ce moment avec cette émission-ci. Ah ben là, c'est un moment de plaisir, ça c'est clair. Ah, super. Cool. Ben, merci beaucoup. Oui, merci à vous. Ça fut fort plaisant. Oui. Bonne journée. Merci d'avoir écouté Parlons épigénétique. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de visiter notre site web pour plus d'informations sur l'épigénétique et soyez présents pour le prochain épisode où nous interviewons le professeur Jeff Dilworth en anglais pour une autre passionnante discussion sur l'épigénétique.